Bon, alors, je vous propose maintenant de passer à Cynthia Fleury, donc, qui publie Les Irremplaçables. Hein. C'est un livre qui commence par Nous sommes irremplaçables. Ça, je ne savais pas, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se ressemblent et qui sont remplaçables. Non, mais enfin, bon, ça, c'est votre opinion. Il ne commence pas tout à fait comme ça. Je crois qu'il commence par Nous ne sommes pas remplaçables, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon. Oui. Oui, et alors, bon, dans cette discussion qu'on a, là, maintenant, on arrive à la question suivante, c'est l'autre est-il notre salut ? L'autre n'est pas spécialement mon salut, mais ce qui est certain, c'est que, là encore, je reviens à Arendt, à la question de la banalité du mal, quand elle définit ce qu'est la banalité du mal et qui nous traverse tous. Donc s'il y a quelque chose de commun entre les autres et nous, c'est bien cette question de la banalité du mal. Qu'est-ce qui fait le premier pas dans le fait de lutter contre la banalité du mal ? C'est de tenter de devenir sujet. Ne pas être un rouage, ne pas être remplaçable, tenter de devenir sujet. C'est toujours une tentative de resubjectivation. Et c'est pour ça que j'ai défendu... Par rapport à la question de l'altérité, dont on parle depuis le début, et justement, puisque vous citez Hannah Arendt, qui elle-même travaille sur la définition de la pensée chez Platon pour rendre compte de la banalité du mal, penser, c'est pouvoir dialoguer avec soi-même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un autre logé en soi, il n'y a pas de possibilité... c'est à cet endroit-là qu'il y a de l'irremplaçable, c'est à cet endroit-là qu'il y a de la pensée, et l'absence de pensée, qui est l'autre nom de la banalité du mal, c'est l'incapacité à dialoguer avec soi-même. Et pour reprendre vos adversaires qui vous stigmatisent, je pense que c'est des gens qui n'arrivent plus à dialoguer avec eux-mêmes. C'est-à-dire que dialoguer avec autrui, c'est déjà être à même de dialoguer avec soi-même. Et cette question de soi-même comme un autre, d'avoir une altérité à soi, c'est la condition de possibilité même et de la pensée, et donc contre la banalité du mal et du dialogue. Et donc cette altérité est peut-être le salut, pour reprendre la question, je pense que chez vous, il y a la réponse dans votre ouvrage sur la question du salut, c'est-à-dire d'avoir cette altérité. Excellent livre, d'ailleurs. C'est excellent, remarquable. Moi, je suis totalement... Une question d'Eliette Abécassis. Alors, vous menez une réflexion très singulière qui est au croisement de la psychanalyse et de la politique. Et dans ce livre, donc vous parlez du processus d'individuation qui consiste à devenir sujet moral, et qui est pour vous la condition même de l'exercice de la démocratie. Et cette individuation nous mène à comprendre qu'effectivement, nous sommes irremplaçables. Alors, ce que je voudrais questionner, c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif, entre le microcosme et le macrocosme, c'est-à-dire comment est-ce que, parce que le processus d'individuation est un processus extrêmement complexe, comment est-ce qu'on va faire en sorte que nous soyons tous à même de devenir des sujets ? Est-ce que pour exercer, pour voter par exemple, il va falloir que nous fassions tous une psychanalyse jungienne ? Avec moi en plus. Oui, voilà. Concrètement, comment va se dérouler cette articulation entre l'individu dans son intimité, parce qu'il s'agit de ça, c'est un processus extrêmement complexe, et le collectif ? C'est tout notre enjeu, et Mazarine Pinjot tout à l'heure l'a dit, c'est-à-dire qu'au début j'essaye de mettre en place des figurations du connais-toi toi-même, et une des premières façons de poser le connais-toi toi-même, c'est pas du tout de revenir, bien sûr c'est ça aussi, mais pas que, de ce côté d'introspection, de découverte de moi-même, etc. C'est d'abord de poser comme équation le fait que je suis manquant, le fait que je ne suis pas monde. C'est déjà ça, déjà de comprendre ça. Et donc, nécessairement, après, moi je suis très lévinassienne quand même. Mais non, alors justement, est-ce qu'on ne devrait pas être plus lévinassien et moins psychologique ? C'est-à-dire que le problème de l'autre, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème éthique. Oui, et avant d'avoir accès à l'autre en tant qu'individu ou en être qui a vécu l'individualisation, l'autre est, comme le dit Lévinas, le persécuté, le visage qui fait appel à ma responsabilité. Donc, est-ce que le problème, ce n'est pas vraiment un problème d'individuation, un problème psychologique, mais vraiment un problème éthique avant tout ? Oui, c'est un problème éthique. Et encore une fois, si on ne veut pas être psychologique, mais la psychanalyse, on va dire, elle est paradigmatique au sens, si vous voulez, où le manque est constituant. Donc, vous pouvez l'appeler l'autre, c'est-à-dire le fait qu'il y a une béance à l'intérieur du sujet. Et cette béance fait que nécessairement, à un moment donné, je sais que pour construire cette individuation, je dois faire lien.
Donc c'est cette question du lien et de l'identité relationnelle. On parlait de l'identité tout à l'heure. L'identité, elle se construit bien évidemment avec tout le patrimonial, tout ce qui nous a précédés. Et je cite à un moment donné Jung en disant, voilà, nous sommes d'un âge immense. Donc bien évidemment que cet âge immense, il reprend, il charrie tout ce qui nous a précédés. Mais l'identité, si vous voulez, elle est fantasmatique au grand sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est toute la capacité de projection. Donc, tout ce qui est devant soi et qui vient nous constituer. Je crois que nous vivons aujourd'hui à une époque qui est celle de l'homme remplaçable. Oui, voilà. Tout à fait. Mais remplaçable parce que nous vivons sous l'égide de deux pensées, de vision du monde, de deux idéologies apparemment contradictoires, mais qui vont dans le même sens. D'un côté, l'économisme. Pour les économistes, les hommes sont interchangeables, voilà, on les remplace, etc. Ils se réduisent à la force de travail. De l'autre côté, l'humanitarisme, qui se réclame d'ailleurs parfois d'Emmanuel Lévinas. Les réfugiés, par exemple, ne se définissent que par la misère et le dénuement. Et donc, on voit d'ailleurs sur la crise des réfugiés une étrange alliance se faire entre Mediapart et le MEDEF. Voilà, nous avons besoin d'une main-d'œuvre parce que l'Europe ne fait plus d'enfants, ça tombe très bien, et nous devons ouvrir nos frontières parce que c'est ça qui prouvera que nous sommes gentils et que nous avons compris les leçons de l'histoire. Il y a quand même une autre immigration, si je peux me permettre, c'est l'immigration des gens qui fuient tout simplement la mort. Je pense aux migrants syriens, ils n'ont pas le choix. Bien sûr. C'est un peu comme les Juifs au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, d'accord. Nous verrons ce qu'il en sera demain, et nous verrons quelle situation sera celle des Juifs dans une Europe très profondément modifiée. Est-ce que vous voyez un rendez-vous dans 20 ou 30 ans, et je ne serai peut-être pas là pour le voir. Toujours est-il que nous allons nous apercevoir, et nous sommes en train de nous apercevoir, que les hommes ne sont pas interchangeables. C'est ça la dure réalité de notre temps. C'est ce que Hugues Lagrange, un sociologue qui a été peu apprécié dans sa corporation pour le dire, appelle le choc des cultures. Non, les hommes ne sont pas interchangeables. Voilà. Et l'idée de la remplaçabilité des êtres humains est une idée que certains croient généreuse et d'autres réaliste. Elle n'est ni généreuse ni réaliste. Cynthia Fleury n'arrête pas d'opiner pendant que vous parlez, elle va avoir gros problèmes. Non, je ne vais pas avoir des gros problèmes, parce que je pense que si j'ai fait un livre sur l'irremplaçabilité, c'était précisément pour revenir au désastre qu'a produit le libéralisme délirant de considérer que précisément les hommes sont remplaçables. Une marchandise comme une autre, ils sont interchangeables, etc. Et cette chosification, cette réification, cette rationalisation n'a rien de nouveau. Elle a pris un nouveau terme, la remplaçabilité, l'obsolescence même de l'homme, si on reprend la question d'Anders. Donc c'est rien de nouveau sous le soleil, si vous voulez. Mais en revanche, il est clair qu'elle s'est nourrie en plus de l'économisme actuel, et voire même d'une certaine forme de culture qui mélange effectivement et qui pense que parce que nous sommes tous semblables voudrait effectivement faire croire que nous sommes remplaçables, etc. Donc je ne crois pas à tout ça. Je crois que l'homme n'est pas remplaçable, que c'est un désastre de produire ceci, qu'en plus l'histoire nous enseigne, parce que là on voit actuellement le désastre de ce que c'est, mais l'histoire nous a aussi enseigné, si on reprend Arendt, etc., la phrase d'Eichmann, c'est « je suis un rouage », je suis remplaçable, de fait. Ouais. Hein, et on voit à la fois historiquement ce qu'a produit la théorie du du remplacement en tout cas, ou du remplaçalisme, je ne sais pas comment expliquer ça, le fait de se sentir remplaçable, le fait de ne pas être convoqué par la responsabilité, et aujourd'hui le fait d'être chosifié par l'État libéral qui produit une dépression ou des passages à l'acte beaucoup plus mortifères pour le fameux autre. Donc sur cette question-là, moi je suis assez proche. Après, en revanche, c'est sur la sortie, c'est le fait de construire de l'issue. Hein, le fait je crois que nous, en tout cas, les sciences humaines ont un rôle aussi dans la définition des nouvelles légitimités, de ce qui va permettre d'édifier tout de même du monde commun. Voilà, c'est simplement ça qui peut-être... je ne valide pas le fait que la définition du monde commun est terminée, est close.